Je me rappelle qu'à la sortie de Taxi 5, j'avais évoqué le fait qu'en France, on avait finalement peu de sagas. Et en prenant un peu de recul après Taxi, je me suis quand même dit que parmi ces sagas, on comprenait rapidement pourquoi on en avait peu. Il faut bien avouer que les quelques sagas que l'on a en France ont toujours, et je le dis bien toujours, eu du mal à se réinventer, ou en tout cas à proposer quelque chose de neuf par rapport à ce qu'elles inspirent à la base de leur projet. C'est peut-être pour cela que, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis, nous n'ayons que peu de sagas où le deuxième épisode est un tout petit peu supérieur au premier. Et c'est peut-être également pour cela que l'on a des idées de suite en France, où on préfère cacher cela comme une sorte de spirituelle suite, comme ce fut le cas avec La Ch'tite Famille par exemple, ou comme c'est souvent le cas lorsque l'on choisit de reprendre des personnages vaguement inspirés du travail que l'on a fait avant, comme ce fut un peu le cas au début du mois avec Géraldine Nakache et sa suite spirituelle À tout ce qui brille et New York. En simplifié, j'ai la sensation qu'en France, on préfère se cacher derrière des fausses suites plutôt que d'assumer une idée jusqu'au bout. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la saga que l'on va évoquer ici, parce qu'avec son 4e volet en route et qui sort cette semaine, on peut vraiment la considérer comme une saga. Car lorsque dans les années 90, le réalisateur Thomas Gilou avec les auteurs Gérard Bitton et Michael Moons décide de nous évoquer la communauté juive de Paris et de décrire une bande de personnages un peu clichés sur le papier, lorsque j'étais plus jeune, j'entendais un peu parler de ce film comme d'une version encore plus extrême et pas du tout fine de Rabbi Jacob. Et sachant que je n'ai jamais été un fan inconditionnel de ce métrage de De Funès, je m'attendais au pire. Mais force est de constater que le délire a tenu tout de même la route pendant de nombreuses années, que surtout, même le 3e volet, sorti il y a maintenant 8 ans, a su tout de même à lui seul totaliser presque 6 millions de spectateurs, démontrant bien que ce délire, aussi extrême ou borderline soit-il, avait tout de même un public, et surtout parvenait toujours à conquérir sans forcément passer pour quelque chose d'antisémite ou de raciste, et en un sens, même si c'est un délire pas toujours très juste, il faut reconnaître un certain panache à ces trois auteurs. La vérité, si je mens, est un de ces objets filmiques qu'on a facilement envie de critiquer. Parce qu'au sein du cinéma français, c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Mais étonnamment, avec les 3 volets pour le moment qui sont sortis, à chaque fois ça a été un carton. Donc c'est un petit peu difficile de leur reprocher tout, alors que finalement, les gens semblent aimer ça. En 1997, on pouvait déjà se dire que sur le papier, ce n'était pas forcément une si bonne idée de stigmatiser la communauté juive. Pourtant, pour Gilou, c'était important d'essayer justement de la montrer sous un jour sans filtre et de ne pas chercher à la cacher derrière des caricatures trop proches de ce que l'on avait l'habitude de voir dans les métrages français, avec les kippas et les longs manteaux noirs. En soi, le long métrage n'est pas une grande comédie, mais une bonne comédie. Le genre de comédie qui se tient par le biais simplement de quelques acteurs qui se donnent à fond pour les personnages et surtout par le biais d'une écriture qui cherche simplement à parler avec honnêteté des rapports humains, avec sincérité de la communauté juive parisienne et du fameux sentier et surtout de chercher avec humilité et simplicité à faire rire au travers d'un sujet qui encore aujourd'hui sur le papier reste tout de même sacrément sensible et même si ça n'est pas parfait, cela reste tout de même sincère et louable. Donc rien que pour ça, yallah! C'est pas une grande réussite. C'est une bonne réussite. Parce que parfois, lorsqu'on a envie de voir une bonne comédie, on n'a pas forcément envie que ça, de voir un truc extraordinaire, aussi française soit-elle. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment dire la même chose du deuxième, qui en fait beaucoup trop et qui du coup verse carrément dans la caricature. Sorti 4 ans plus tard, pour moi, même si pour beaucoup le deuxième volet est le meilleur, je trouve qu'ici tout est un peu trop poussif, un peu trop abusif, un peu trop limite par moment, par instant, beaucoup trop extrême dans sa manière de mettre en relief les différents personnages, bref, je trouve que c'est un peu trop, et au fond, j'en demandais pas tant à cette suite. Mais tout de même, on rigole une nouvelle fois vraiment beaucoup, et surtout on rigole bien. Et donc pour moi, à partir de là, on sent que le cinéaste français est dans son élément, et cherche une nouvelle fois à faire ressortir l'écriture de Moons et Bitton, et même si c'est moins élégant que sur le premier, on sent que l'idée se tient tout de même assez bien, et que Gilou, une nouvelle fois, offre une réalisation simple, mais efficace à ce long métrage loufoque, décomplexé, mais jamais abusif pour autant. Poussif, certes, mais étrangement jamais abusif. Et si on peut là aussi reprocher mille et une choses au film, c'est pas pour autant qu'on va bouder son plaisir devant. Et c'est ça qui est assez étrange, mais plutôt logique. Mais alors là, difficile de trouver de quoi sauver le 3e long métrage de la saga, car là pour le coup, on est sur quelque chose que j'ai clairement du mal à trouver drôle. En fait, je ne l'ai compris qu'au bout du 2e visionnage, un peu trop emballé par l'ambiance d'une salle comble lors de ma première projection, et c'est tout simplement le fait que ce soit une copie quasiment conforme du premier long métrage, mais en mettant le personnage de Serge plus en avant, et c'est pour cela que l'on se laisse berner la première fois.
Et une fois la pilule digérée, on se rend compte que Gilou, Munz et Biton n'ont absolument plus rien à raconter autour de leur personnage, et que même s'il y a une certaine maîtrise du rythme, car une comédie de quasiment 2 heures, cela reste un exploit de réussir à la garder sous tension, et de jouer bien avec pendant tout ce temps, mais franchement derrière tout cela, je ne trouve pas qu'il y ait grand chose à sauver, et si ce n'est une nouvelle fois la galerie jouissive d'acteurs qui porte le film, mais alors vraiment, c'est le seul truc qui passe. Thomas Gilou, d'ailleurs, a décidé, après ce 3e volet, de raccrocher complètement avec ses personnages, estimant qu'il n'avait plus rien à raconter autour d'eux, et en même temps, vu le côté répétitif du film, on comprend un peu pourquoi. 3 films, mais exactement la même équipe sur chaque long métrage. Ça ne va pas donner une analyse forcément très profonde, mais on va s'y coller quand même. Dans le genre, je pense profondément que La Vérité si je mens a marqué presque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle pour la comédie populaire française, dans le sens où on sent l'héritage des années 70 et 80 au centre de l'écriture de Biton et Munz. Et on sent également une envie de changer radicalement de ton et non plus de faire des clichés l'élément principal de la comédie, mais d'en faire les véhicules de l'immersion du spectateur au sein de l'humour. Les suites n'auront pas forcément le même impact, mais cette base de travail dans la mise en scène de Gilou permet tout de même au film d'avoir une certaine forme de candeur et de dextérité qui permet au tout de se tenir et d'amener assez d'émotion et de rire pour que les 3 ensemble passent plus ou moins bien, mais passent tout de même. Et c'est peut-être là que réside la véritable recette de cette série étrangement lucrative au bout du compte. Comme si l'idée à la base de tout cela n'était pas finalement avant tout de faire rire, mais surtout de changer les codes de la comédie et la manière avec laquelle on regardait celle-ci à l'époque. On sent que dans le premier long métrage, Thomas Gilou avait envie de se la jouer réformateur, changeur de code et directeur d'une nouvelle manière de voir la communauté juive, mais également de voir la comédie, qui choisirait de baser l'entièreté de son humour sur une communauté, et c'est cela qui donne lieu à cette comédie loufoque, décalée, jouissive et assez entraînante. Sur le deuxième film, on sent que Gilou ne savait pas forcément comment mieux développer ses personnages, ayant déjà fait 90% du travail sur le premier film, et cherchant donc à construire une comédie basée sur la situation, et là, ça marche moins bien. Ça se tient tout de même toujours, mais il y a moins de surprises et de fraîcheur que sur le premier, et c'est cela qui ressort avant tout. Et puis sur le troisième film, n'en parlons pas, complètement calqué donc sur le premier, mais en changeant le point de vue central, en ramenant Serge au centre, Gilou ne maîtrise rien, n'amène rien de concret, et se contente simplement de nous resservir la même sauce, sans le moindre assaisonnement pour dorer un peu le tout, comme si ce n'était pas nécessaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à l'annonce de ce projet de préquel, je me suis littéralement demandé, mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête des producteurs ? Pourquoi, en 2019, faire un revival de la saga de Gilou, en choisissant en plus une idée bien étrange, empêchant littéralement de films de pouvoir se vendre par le biais de stars, en racontant les origines du Quatuor d'Enfer qui composait la partie fascinante du premier long métrage. Le gage de qualité potentielle de cette œuvre restant le fait que c'est Biton et Munz qui reprennent les commandes de la réalisation, donc les 2 auteurs principaux de la série. Mais alors de là à se dire que cela peut sonner comme une bonne idée, disons simplement qu'il y a vaguement une surface intéressante. Pour être honnête, je pense profondément que le long métrage ne vaudra le coup que pour la présence d'une galerie de jeunes acteurs ressemblant comme 2 gouttes d'eau aux acteurs des premiers, ce qui peut être une super bonne idée, mais ne tiendra pas du tout l'ensemble du métrage. Prions donc le Seigneur pour qu'il y ait autre chose autour de ce film et pas uniquement des acteurs qui tentent de tout donner pour sauver ce qui est malheureusement un mauvais film.